on va parler un petit peu SEO, intelligence artificielle et puis surtout business aussi. Quand tu lances une agence, ce qui est hyper intéressant de t'associer avec un groupe, c'est que d'un point de vue financier, tu parais beaucoup plus solide. On a ouvert plein de portes et premier client qu'on signe, c'est Louis Vuitton. J'ai recruté en fait au départ, mais quelle erreur que le SEO c'est 20% d'expertise, 80% d'humain. Même si t'es le meilleur des SEO, si ta reco elle est pas mise en place, ça sert à rien. On a 15 personnes au sein de l'agence qui passent entre 2 et 5 jours chez le client. Ça s'appelle de la régie. Ouais, c'est trop bien. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Chapon, donc qui va nous parler un peu de son activité, son agence. Enfin, ça va être un parcours assez intéressant, je pense, à découvrir. À mon avis, le titre, ce sera Agence SEO, IA. Je me suis noté de plus de 200 personnes, c'est secret. Donc, on va parler un petit peu SEO, intelligence artificielle et puis surtout business aussi, parcours entrepreneurial qui est super intéressant. Mathieu, on espère que tu vas bien et que tu es content d'être sur MVP. Ouais, je suis hyper content. On est quand même en plein mois de l'été, là, on est au 1er août. Ouais, On voit que bon, on n'est pas tous au travail. Il y a quand même Antoine qui a fait l'effort d'être là malgré ses vacances. En vacances, mais c'est un plaisir. Mm. Mais ouais, bah écoute, merci. Et puis je suis très content d'être avec vous et d'être avec vous ce matin. ok. Trop cool. Bon, on est super content de te recevoir aussi. C'est vrai que quand on reçoit des gens, on essaie que ce soit des profils quand même intéressants, qu'on fait un peu des grandes choses quand même dans le milieu du SEO ou alors qu'on des compétences techniques assez poussées ou une spécialité. Et tu fais partie de ces profils. Donc c'est vrai que pour nous, c'est super intéressant. Puis on espère que pour l'audience, ce sera aussi intéressant et j'en doute pas une seule seconde. Euh, Du coup, voilà, j'ai annoncé un peu le plan du podcast. Je fais un petit rappel sur les performances. Donc, on a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est un peu la stat du moment. Donc, ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous soutiennent en commentaire, en abonnement, en like. Sur Spotify, toujours 118 notes, 5 étoiles. Donc, pareil, ça fait super plaisir. Objectif 150. Et merci à toutes les personnes aussi qui posent des questions tout le temps quand on annonce les sujets sur X. Pour rappel, on annonce en fait les sujets la veille du recording et il y a toujours un délai d'une semaine pour la publication. Donc n'hésitez pas à me follow sur X, comme ça, si vous avez des questions, vous les posez en réponse et on y répond, allez, donc 90% des cas, on va dire quoi. Hem, donc voilà, je fais un petit rappel sur les sponsors aussi. Merci beaucoup à Tot SEO et Linkuma de soutenir, l'émission. Donc Tot SEO, plutôt l'outil, orienté contenu, hein, sémantique, intention de recherche. Si vous êtes à la recherche d'un assistant pour cette partie, ça peut vous intéresser. Vous avez un lien dans la description et Linkuma évidemment pour la partie netlinking avec des liens à partir de 7 €. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Mathieu, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous refaire ton parcours SEO et entrepreneurial? Parce que les 2 sont, super intéressants. Dans les grandes lignes, un peu nous dire comment tu as découvert peut-être le monde du web, le monde du SEO, qu'est-ce tu as commencé par quoi et cetera? Ok, avec plaisir. Comme pas mal de SEO, je suis tombé un peu dedans par hasard. J'étais plutôt parti pour faire des études dans le tourisme et OK. travailler dans le monde on va dire du sport de nature, des agences de trek. Voilà. Moi, j'ai en fait commencé un peu. J'ai fait des études de STAPS pour préparer. Alors STAPS avec une option nature, donc je préparais plutôt un encadrement et une création d'agences autour de sport de nature, du trek, du rafting, de l'escalade, etc. Et puis je suis OK. parti faire un stage en Indonésie dans une agence de tourisme qui s'occupait de réceptionner des clients venant d'agences françaises pour venir découvrir l'Indonésie, mais d'un point de vue un peu hors des sentiers battus, tu vois, à parcourir les volcans, à parcourir les îles. Ouais. Donc ça, c'était vraiment mon dada et ça l'est toujours en fait, mais d'un point de vue plutôt perso. Et puis je suis arrivé une année où il y a eu un tremblement de terre assez important en Indonésie, ça a planté la saison touristique. Et du coup, mon patron m'a dit, écoute, Mathieu, la saison, ça va être la cata. Essaye de Mmh. capter tous les gens potentiellement intéressés sur Internet et essaye de leur proposer de passer par nous, de venir chez nous, de découvrir la destination. Et donc, je OK. connaissais rien au gros hacking, mais je me suis lancé à spammer les forums, à commencer à, à diffuser du contenu un peu partout, tu vois. Moi, j'y connaissais vraiment rien. Je me suis fait bannir plein de fois et puis après j'ai compris qu'il fallait essayer de le faire un peu discret, d'être là sous forme d'une recommandation plutôt que d'y aller avec mes gros souliers et puis d'essayer de pousser l'agence pour qui je bossais. Mmh. Et donc, c'était cette première expérience qui, bon, nous a permis de récolter et d'accueillir quand même quelques touristes chez nous.
mais ça m'a donné en fait envie d'explorer un peu ce sujet-là. Je suis rentré en France, faire un master 2 autour du web marketing dans une école OK. à Clermont-Ferrand, et d'ailleurs j'ai eu mon premier concours SEO dans cette école qui était organisé par, un des intervenants de l'agence référencement manuel côté de Clermont-Ferrand. Donc on leur passe un petit coucou. Je sais pas, j'avoue que je sais même plus je ne sais même plus s'ils existent. Mais voilà, ça a été un vrai pied à l'étrier, et suite à cela, je suis retourné en Indonésie pendant 1 an et demi. Et puis, après cette expérience, je décidais de rentrer pour, diverses raisons. J'avais le choix entre, soit bosser en agence, de voyage, sur Paris, soit en agence SEO. Agence de voyage pour s'occuper de la destination Asie du Sud-Est, il y avait très peu de places, disponibles. Par contre, agence SEO, il y Mmh. avait plein de places, et là, on parle de 2008, donc OK. c'était il y a quelque temps. Donc j'ai commencé à rentrer dans une agence qui s'appelait Takezo chez Cara, OK. qui après a racheté Apposition, alors là, qui était une agence, d'une autre envergure, avec une très forte technicité. Il y a certains des fondateurs qui sont partis monter Botify. Nous, on avait, OK, d'accord. un équivalent Botify, mais toute une ligne de commande, fallait le déclencher par des lignes de code sur Python, et donc les gens qui ont créé ça sont partis après créer Botify, qui est la réussite qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Hem Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai rencontré Philippe Pionnet, qui était mon N+2, avec qui on avait eu, quelques échanges, et qui un jour me dit: «Écoute, moi je pense que je vais partir. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as envie de faire?» Moi je lui dis: «Bah écoute, j'ai vraiment envie de monter, ma propre agence». Mmh. Et il me dit: «Bah écoute, je reviens te voir dans quelques mois, je vais essayer de regarder s'il y a pas des grands groupes qui sont chauds pour monter, un département, SEO, en tout cas dans un premier temps». Et puis, 6 mois après, il est revenu me voir et il m'a dit: «Écoute, j'ai 2 groupes, dont MyMedia, dans lequel je suis aujourd'hui, qui s'appelle en fait, maintenant HeroX». Et il me dit, voilà, il y a 2 associés, ils sont hyper chauds pour monter une cellule SEO. Et donc ça, c'était en 2012. Et donc, on lance officiellement l'agence, septembre 2012, et moi j'ai rejoint dès janvier 2013, et on commence à 3. Voilà, on commence à 3. Et en fait, quand tu lances une agence, ce qui est hyper intéressant de t'associer avec un groupe, c'est que d'un point de vue, financier, tu parais beaucoup plus solide, et quand tu te retrouves face aux achats, et ben, les mecs regardent, «Ah ouais, vous êtes en fait une agence, vous êtes 3, OK, vous faites pas de chiffre d'affaires ou très peu, parce qu'on venait d'arriver, mais par contre, vous êtes associé à un groupe qui fait déjà quelques millions, et cetera». Donc OK, ouais. on a ouvert plein de portes, et premier client qu'on signe, c'est Louis Vuitton. Voilà, Mmh. ça pose les bases. OK. On arrive dans un En fait, ce qui est marrant, c'est que tu arrives aussi dans un game où, en fait, il y avait, plein d'agences historiques. Donc il y avait, il y avait déjà Resoneo qui était là, il y avait Apposition, il y avait, bon, je me souviens plus de la liste, mais il y a déjà plein d'agences un peu historiques, et toi, tu arrives, d'extérieur, les gens se disent: «Tiens, Philippe Pionnet, fondateur, cofondateur du SEO Camp, lance une agence avec un Mathieu Chapon dont personne ne connaissait du tout à l'époque, et ils ont une nouvelle proposition de valeur qui était, en gros, nous, on disait à nos clients: «Peu importe, peu importe le nombre de jours que vous achetez chez nous, les audits, ce qui compte, nous, c'est le résultat, c'est comment on va réussir à implémenter. On peut vous faire la plus belle des recos, si elle est pas implémentée, ça sert à rien». Donc Mmh. la promesse était de dire: «Vous achetez, 5 jours chez nous, bah, soit c'est, 5 jours d'audit, de conseil, mais aussi de déplacement dans vos locaux, de tenir la main de vos développeurs, de convaincre, votre direction». Voilà, on met tout en Ouais. œuvre pour que la reco passe. Et donc ça a fait mouche, et très rapidement, on a bossé pour Rue du Commerce, pour Cdiscount, Louis Vuitton, je l'ai dit. On s'est mis aussi à travailler pour des banques, pour SFR, pour, voilà, toute une série d'acteurs. Et donc on a rencontré le succès, à tel point que dans le groupe où on était, chaque année, on on virait un des départements. Tu vois, on était dans l'open space, on avait trois quatre places assises. L'année d'après, on en Ouais. avait 10, l'année d'après, on en avait 20. Et en plus, on a continué à grandir parce que grâce au groupe, ça nous a aussi permis de racheter en 2016 Synaudience, qui était une agence, à Nantes, dont la plupart de leurs clients étaient à Paris. Et donc on est passé de 15, et on a racheté une boîte où ils étaient 50. Donc on est passé à 75 d'un coup, avec, donc, les OK. bureaux à Nantes et à Levallois. Et donc là, tu rentres plus seulement dans un projet de consultant ou d'expert, tu rentres dans un vrai projet entrepreneurial, avec la croissance Mmh. externe, avec la nécessité de fusionner 2 agences qui ont 2 écoles, 2 histoires, et 2 cultures différentes. Et donc, voilà, on a racheté Synaudience en 2016, et en 2019, on rachète Picase, l'agence allemande, où là, il y a 175 personnes à alors pas à rapatrier, mais, en tout cas à fusionner avec nous.
Et heureusement, on a décidé quand même que les fondateurs, on a demandé on les a intéressés pour qu'ils restent présents. Parce que gérer une agence nantaise, ça a été une première expérience pas si simple que ça, hein. On a beau parler la même langue, c'est pas la même culture. Mais alors une agence allemande, c'est clairement pas du tout la même culture, le même mode de fonctionnement. Donc, Mmh. c'est une audience qu'on a racheté la boîte, tout de suite le fondateur voulait partir, alors que quand on a racheté, les Allemands, eux, ils voulaient rester et ils voulaient s'inscrire dans le projet de développement de l'agence. Donc ça a été beaucoup plus facile dans l'intégration. OK. Je me dis c'est ouf, tu vois? Parce que tout ça, ça touche à un monde que j'ai pas du tout touché, à savoir, faire du business plutôt à grande échelle, pour potentiellement, voilà, racheter des boîtes, s'associer, faire partie d'un groupe, tout ça. Mmh. Je me dis, tu dois avoir un nombre de décisions, importantes assez conséquent, je veux dire sur la durée totale du truc, tu vois? Tu dois avoir vraiment des décisions, hyper, hyper importantes et je sais pas, comment est-ce que tu fais toi pour enfin, j'imagine que tu estimes avoir pris quand même des bonnes décisions et puis tu en serais pas là sinon. Comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? Est-ce que, tu t'es formé sur ces sujets-là? Est-ce que tu as toujours été, peut-être mentoré par d'autres personnes plus expérimentées au tout début? Tu sais, comment tu te formes à tout ça? Est-ce que c'est de la simple logique? Est-ce qu'il y a une étude pragmatique? Je sais pas, je me demande Non, vraiment, mais 1er degré comment écoute, ça se moi passe. j'étais un bébé dans le monde de ces affaires-là. Si tu veux, je suis arrivé. Ouais, Puis je voudrais juste te dire un truc avant, c'est que à chaque niveau sa difficulté. Moi aujourd'hui, si je me dis demain je me retrouve freelance, bah, ça me fait peur. Ça me fait peur parce ouais, que OK. freelance, tu vois, tous les mois, tu es obligé de te faire quand même un revenu pour maintenir ton niveau de vie et tu te dis: «Putain, ça veut dire que si je veux tel niveau, faut que je signe tant de contrats par mois». Enfin, je veux dire, c'est impressionnant pour moi aussi de cette situation de freelance. Mais en tout cas, quand je suis arrivé, quand j'ai, tu vois, rien qu'au départ, quand j'ai voulu négocier mes parts avec le groupe, hein, le groupe nous a pas dit, «Je vous file 100 des parts, c'est royal, vous allez vous faire plaisir». Non, non, tu arrives, ils te disent direct: «OK, tu apportes quoi à la boîte? Pourquoi tu veux t'associer à Philippe? Qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi les clients que tu as derrière?» Là, toi, moi, je suis sorti j'étais un simple consultant, hein. J'étais, Ouais, eux, ils ont l'habitude, bah, ouais, moi ils ils posent les questions j'étais process en et Indonésie, je buvais ma coco, je retournais à Paris, je commençais un travail de consultant. Au bout de 3 4 ans, je deviens team leader, mais je me retrouve juste à gérer des gars, des hommes et des femmes dans leur mission, point. Là, je me retrouve dans un monde de financiers qui qui ouais. qui te demande, bah, qu'est-ce que tu apportes pour la boîte? Et en fait, en fonction de ce que tu apportes, on te filera les parts proportionnellement à ce que tu apportes. Ouais, Mmh. moi j'arrive, j'étais pas du tout prêt, tu vois? Il a fallu que je prépare un peu les arguments et puis j'étais quand même avec un mec très expérimenté qui est Philippe Pionnet, qui lui avait, 20 ans de parcours professionnel de plus que moi donc Ah oui, voilà, d'accord, on a ouais. travaillé ensemble quand même aussi pour faire une proposition honnête et que ça soit fair entre tout le monde. Et donc ça, c'est la première étape et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, tu vois, j'ai fait des tonnes d'erreurs, j'ai fait des tonnes d'erreurs. Enfin, j'ai pas fait des erreurs, mais quand je vais dire ce que je vais vous dire, c'est pas du tout une erreur, mais d'ailleurs s'ils regardent la vidéo, ils vont se marrer, mais j'ai recruté en fait au départ, mes potes. Quelle OK, ouais. quelle erreur! Quelle erreur! Parce que tes potes, tu les connais, tu sais comment ils bossent, tu sais qu'ils sont hyper sérieux, qu'ils sont hyper carrés. Par contre, quand tu dois les engueuler, quand tu dois les remettre en place, quand tu dois leur dire: «C'est pas bon du tout, tu vas pas dans le bon sens» ou «Tu travailles trop tout seul dans ton coin, je vois pas ce que tu fais» et cetera. Bah, tu rentres dans un conflit et tu as l'impression que: Ouais. «Putain merde, avant on était tous les 2 consultants dans le même bench et maintenant on se retrouve à ce que tu me donnes des ordres et puis que tu es pas content de ce que je fais». Bah, j'étais très content Mmh. de ce qu'ils faisaient, en grande majorité, mais bosser avec des copains, c'est hyper dur. Surtout quand tu as Mmh. un niveau hiérarchique par rapport à eux. Donc Ouais. ça a pas été une erreur, mais ça a été un truc qui m'a vraiment fait mal, au départ, qui m'amenait beaucoup de stress, tu vois? Même si j'avais beaucoup de Ouais. confort parce qu'ils étaient autonomes, mais en même temps, j'avais beaucoup de stress parce qu'il y avait beaucoup de conflits, bon voilà. Mais ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ces trucs que je retiens, ça a été cette période un peu, pas simple de gérer les copains. Mmh. Et puis, bah, oui, après, quand, tu vois, on a racheté Nantes, en fait, on a été vraiment bête parce qu'on commençait vraiment à surfer sur une vague où on marchait fort. Le marché, on arrivait à gagner plein de clients, on avait une croissance qui était forte, on recrutait tous les mois, on recrutait des gens et quand on a racheté la boîte de Nantes qui avait, eux, ils étaient nés en 98 quand même, quasiment en même temps que Google. Ils avaient, tu vois, presque 15 ans d'existence et nous, on est Mmh. arrivés, on a voulu leur imposer notre modèle. Parce qu'en fait, OK. l'histoire, c'est que quand on est arrivé pour la première fois, on les a rencontrés. Donc, quand on a rencontré les équipes, déjà, les équipes, tu vois, elles étaient,
un peu sous le choc, tu vois. Leur patron revend la boîte, c'est des Parisiens qui arrivent pour prendre la direction. Et nous, en fait, on a voulu être assez chill avec eux. On leur a dit, écoutez, vous avez eu un mode de fonctionnement, vous avez un mode de fonctionnement qui marche et qui a marché pendant 15 ans, mais nous, on a un autre mode de fonctionnement qui marche et qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui. Mais d'abord, dites-nous comment vous fonctionnez. Et là, ils nous sortent un espèce de gros dossier de 50 ou 100 pages qui explique le process de toutes les personnes dans la boîte, enfin de tous les métiers dans la boîte. Tu vois, OK. comment doit fonctionner un junior, comment doit fonctionner un senior, les commerciaux, l'onboarding d'un client, etc. On se dit: «Waouh, mais c'est hyper structuré», mais en même temps, ça amène, un manque de flexibilité, quoi. C'est-à-dire que eux, ils Mmh. avaient des roadmaps au jour le jour, à l'heure, tu vois? OK. Chaque team leader savait ce que faisait le consultant un mardi matin à 10 heures parce que c'était hyper, cadré. Nous, on était 15, on se retournait, on discutait avec l'équipe, on était dans une l'espace était plus petit, puis on se connaissait tous, puis on était tous assez seniors, donc c'était un peu à l'arrache, tu vois? Mais par contre, on était hyper Ouais. agile et ce qui était vachement aussi apprécié par nos clients. Et donc on leur a dit, mais bêtement, on leur a dit: «Bah, écoutez, vous voyez votre dossier là, rempli de process et tout, bah, à la poubelle. Maintenant vous allez appliquer notre process, vous allez voir, vous allez gagner en liberté». On croyait qu'on les libérait, tu vois? Parce qu'on se disait: «Mais ils Vous êtes doivent pas être heureux, vous êtes pas vous êtes heureux, pas on heureux, le vous êtes sait, on le sait. cadenassés, vous devez être en plus on avait ils étaient structurés, j'exagère peut-être un peu, mais t'avais les gens qui produisaient, t'avais les gens qui avaient la relation client et t'avais les commerciaux. Donc les mecs qui Mmh. produisaient, ils avaient pas la relation client. On se disait: «Mais c'est horrible, quoi». Nous, on adorait ces moutons à 5 pattes, toi. Tu produis, tu fais tes collègues, tes clients, tu livres, tu vas le rencontrer, tu vois ses équipes dev, tu vois la direction. C'est le métier qu'on aime, de pouvoir être multicasquette, quoi. Et là, on les voyait, ils avaient été un peu rangés dans des métiers. On s'est dit: «Putain, ils doivent souffrir, les pauvres». Quelle erreur on a fait de leur Ouais. supprimer les process. Parce qu'en fait, les process, c'est ce qui les rassure, c'est ce qui les cadrait, c'est ce qui les encadrait, ce qui leur permettait d'être efficaces, de connaître leur rôle, même si potentiellement ils étaient enfermés dans un système où bah, ils voyaient pas grand-chose, ils avaient tendance à faire de manière un peu redondante la même chose tous les jours. Mais en fait, de Mmh. leur avoir retiré le process et de les avoir un peu laissés dans la nature, ça les a complètement déstabilisés et ça en a fait partir certains qui avaient des doutes, tu vois? Mmh. Il y a eu une vague de départ à ce moment-là. Donc on apprend, on croit tout Ouais. savoir, on commence à avoir la baraka depuis 2 ans, on commence à cartonner, on croit qu'on va imposer un modèle qui cartonne, mais en fait, grosse erreur. Donc Mmh. ces 13 ans d'entrepreneuriat avec, P-Case et avant Search for Site, ça a été 13 ans de je me suis pris les pieds dans le tapis 15 fois, je suis tombé, je me suis relevé et c'est comme ça, en fait, OK. que tu deviens fort parce qu'en fait, tu fait toutes les erreurs donc tu trop blindé après, quoi. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est à la fin, tu fais quand même, j'imagine, de moins en moins d'erreurs et tu dois même développer un espèce d'instinct beaucoup plus fiable sur ce qui peut marcher, pourquoi ça marcherait et les erreurs qu'il faudrait pas faire. Exact. Ouais, ouais, clairement. Par exemple, sur le recrutement, je pense qu'on a Mmh. fait toutes les erreurs. Donc maintenant, OK. je le dis, mes frères, franchement, n'y voyez pas de la prétention, mais en 5 minutes, je sais si le candidat, ça va le faire ou pas. OK. Même si je le challenge un peu techniquement, mais je le challenge surtout sur le mindset et sur le relationnel, toi. Parce que Ouais. souvent, c'est un truc que je dis, et certes, je me rappelle un jour un client s'était un peu moqué de moi en disant: «Mais attends», enfin, il s'était pas moqué de moi, mais il m'avait dit: «Mais ce que je dis souvent, c'est que le SEO, c'est 20 d'expertise, 80 d'humain». Pourquoi? Parce Mmh. que c'est ce que je disais tout à l'heure, même si tu es le meilleur des SEO, si ta reco elle est pas mise en place, ça sert à rien. Donc, Mmh. dans les grands comptes, c'est une particularité qu'on a avec, peut-être les gens qui bossent sur des dossiers, type TPE, PME, start-up. Nous, dans les grands comptes, ça doit passer dans toute une série de process de validation. Tu présentes ta reco, si elle est technique, tu présentes à l'IT, elle doit rentrer dans des tickets, elle doit être votée après en conseil, savoir si on peut le faire passer, et cetera. Alors certains diront: «Ouais, mais c'est pas le métier que j'aime parce que ça il y a beaucoup de réunionites aiguës, il y a beaucoup de passages de ce type-là». Alors ça a des avantages et des inconvénients. Nous, quand on bosse sur des grands comptes, le netlinking, c'est pas un sujet. Les mecs, ils ont tous, des pagerangles de dingue. Leur problème, c'est plutôt, véhiculer le pagerang vers des pages stratégiques ou améliorer le taux de Mmh. crawl. Mais voilà, c'est pas le sujet. Ouais. Par contre, quand tu fais passer un chantier, bon bah, tu vois, quand tu bosses pour se loger, que tu ouvres des facettes, bah ouais, c'est compliqué. Il faut que ce soit UX, il faut que ce soit techniquement bien fait. C'est recetté dans tous les sens, etc. Par contre, quand tu le déploies, c'est déployé sur 1 million de pages. Donc l'effet peut être dingue, tu vois. Donc Mmh. ouais, donc on est sur un métier qui est un peu plus différent. Et dans ces réflexes que moi je peux avoir, effectivement,
Les audits d'avant-vente, tout ça, c'est facile, quoi. Tu vois, en 30 minutes, j'ai compris ce qui va et ce qui va pas et je fais une feuille de route après au commercial, pour faire l'avant-vente ou alors, tu vois, il y a un truc qu'on met en place aussi avec nos équipes, c'est que une fois par mois, on crée une session où les consultants viennent nous voir avec leurs problématiques. Et donc, ils viennent nous voir, ils exposent un peu le cas, les sujets. Ça peut être en début de mission pour préparer un peu la mission, mais ça peut être aussi en fin de mission. Il dit, voilà, moi j'ai recommandé ça, il y a une partie des choses qui ont été implémentées, d'autres pas. Ce que je comprends pas, c'est que le plafond de verre, on l'a pas dépassé, le site est toujours en train de stagner. Et donc, on se met à deux ou trois à réfléchir ensemble pour essayer d'identifier ce qui va, ce qui va pas. Et donc voilà, ça c'est des trucs, à force de le faire, des fois tu donnes des chiffres, mais je sais pas combien j'ai audité de sites où j'ai rencontré de candidats, mais quand Mmh. on as fait 100, 200, 300, ça y est, t'as plus trop besoin de réfléchir, quoi. Est-ce que Mmh. Ce tu qui est fais un encore piège du des fois. Ce qui est un piège des fois. Parce tu qu'en fais fait, encore du pardon. faut pas s'ennuyer, quoi. Moi, je déteste Mmh. m'ennuyer, tu vois. Donc quand j'ai des problématiques hardcore ou quand j'ai des sites, là en ce moment on est en train de répondre sur un AO d'un site e-commerce que vous connaissez tous. Franchement, le site, ça fait 10 ans qu'il est en pleine croissance. Il y a les meilleurs SEO qui sont passés derrière. Et on est sur un AO, on doit estimer et imaginer quels seraient les recos de demain pour que le site passe à un palier, quoi. Et ben, c'est un super Mmh. challenge parce que ça me repousse dans mes retranchements. Il faut que je cherche vraiment la pépite, ce qui va permettre de plaire aux clients et d'avoir envie de bosser avec nous. Et puis en plus de trouver les bonnes stratégies à développer pour demain. Vas-y, Antoine, pardon. Non, il y a pas de souci. Je disais du coup, tu décrivais un peu ton quotidien. J'ai l'impression que ton quotidien, ça fait beaucoup, enfin, tu gravites beaucoup dans le commerce et dans la RH en fait aujourd'hui, c'est ça? Ouais, alors c'est ce que j'ai dû dire et laisser paraître, mais pas tant que ça. Dans le commerce, oui, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir au moins un ou deux regards par dossier qui rentre pour être sûr d'être dans la bonne stratégie. Et puis tu sais, vous le savez, un AO, c'est un combat, quoi. C'est un combat, tu dois affronter quatre cinq agences en face de toi. Le brief, il peut être assez complexe, donc il y a beaucoup de temps à y passer. Et puis c'est pas seulement, tu vois, ce que font toutes les agences, on est tous bons pour identifier globalement les problèmes qu'a un site, tu vois. C'est pas ça qui fait que tu signes. C'est c'est quoi ta vision, c'est quoi ton parti pris, c'est quoi la démarche, la méthode, comment tu vas accompagner le client. Est-ce qu'en réalité le sujet c'est juste de dire j'identifie le problème, je fais un ticket et je recette. Mais non, pas du tout. Il y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir. Ton client, faut que tu comprennes que potentiellement, en fait, lui, alors souvent mes clients, c'est des SEO chez les clients. C'est-à-dire que je m'adresse à un SEO. Le mec, il est aussi bon que moi, il est bien formé. Simplement, ses freins, c'est que, bah, son patron, il commence à avoir des doutes parce qu'il a pas de résultats, donc il voudrait avoir un œil extérieur. Ou alors sa direction IT ne veut pas implémenter les tickets, donc ils veulent potentiellement aussi avoir un regard extérieur et puis avoir quelqu'un qui puisse l'aider. Tu vois, on n'est pas toujours sur des sujets très techniques et très expertise, on est plutôt sur des sujets organisationnels. Donc toi, il faut aussi que tu montres comment tu as réussi à mettre en place des solutions, des organisations qui font que les chantiers y passent. Tu vois, il y a un truc qu'on nous demande souvent quand on est une agence, et sans doute vous aussi, c'est d'estimer l'impact de l'action. Combien de trafic je vais faire en plus? Combien je vais faire de ventes en plus? Ouais. C'est une arlésienne, on l'a tous, ce sujet-là, tu vois? Ben, nous, on a travaillé sur un outil, par exemple, pour être capable de faire ce type d'estimation. Mais c'est hyper compliqué parce que tu changes le title de de toutes les pages d'un site. Si tu le fais demain sur Louis Vuitton, si tu le fais sur un tout petit site, l'effet n'aura rien à voir. Il y en a un qui va potentiellement super réagir et l'autre pas du tout. Donc tu peux Ouais. pas dire changer un title, ça vaut 10 points. Ben non, tu sais pas. C'est dans un contexte que tu peux évaluer le poids que ça peut avoir et le changement. Mais donc voilà, on a essayé de construire cet outil-là qui est censé sur un modèle d'IA qui s'est entraîné sur plein de cas de situation et qui est capable de donner à peu près une estimation de l'impact que ça peut avoir. Donc Mmh. voilà, je sais pas où j'en suis, mais Je vais laisser OK, Paul non, mais reprendre c'est clair. le fil. Juste, quand tu nous disais, c'était intéressant qu'en 5 minutes, tu arrivais à savoir si un candidat ouais. passait, on va dire, le premier filtre. C'est quoi que tu regardes, c'est quoi que tu constates sur ces 5 premières minutes? C'est la façon de s'exprimer? C'est l'humilité? C'est quoi que tu regardes, sur ces premières minutes? Ouais, c'est une bonne question. L'humilité, je crois que c'est un point assez important. Euh, c'est assez important et je dirais aussi que, tu vois, ce qui est important aussi, c'est l'honnêteté. Tu poses une question,
Si le mec dit je ne sais pas, je préfère largement cette réponse à commencer à partir dans des explications qui Ah laissent oui, bien ouais. entendre qu'en fait il maîtrise pas du tout le sujet, quoi. J'avais une Ouais. question qui était un peu méchante à l'époque que je posais dans le moment où les webperf étaient le sujet du moment. C'est toi, Google avait sorti PageSpeed Insight, tout le monde disait les webperf c'est hyper important, c'est même un poids dans le SEO qui fait que c'est game changer pour toi. Mais donc tout le monde parlait webperf et moi j'étais un peu méchant à cette époque, mais je demandais aux candidats qu'est-ce que le TTFB et quel est le niveau attendu par Google en termes de TTFB, tu vois? C'était terrible, Mmh. là. Si t'avais pas un peu Ouais. lu la doc, t'étais foutu, quoi. Donc t'avais ceux Ouais. qui disaient: «Je ne sais pas» et il y en avait d'autres qui commençaient à me raconter, c'est le temps de chargement HTML d'une page, même tu vois, une simple question, c'est, si je comment je fais pour bloquer une page? Est-ce que la reco suivante qui serait de mettre la page en disallow dans le robot TXT, est-ce que c'est intéressant aussi de rajouter une non-index sur la page, tu vois? Genre de question à la con, tu vois? Question piège. «Ah bah oui, oui, bien sûr, ah oui, il Mmh. faut mettre une no-index», j'ai dit: «Mais du coup, le disallow, il sert à quelque chose?» «Ah bah oui, oui, ça empêche Google de crawler la page». «Ah bah du coup, le no-index, ça sert à quoi?» «Ah bah de pas faire indexer la page». «Ah oui, mais si Google peut pas crawler la page, comment il peut faire pour identifier qu'il y a une no-index qui doit pas indexer la page?» «Ah, ah oui, vous avez raison». Mmh. Après, si Bah, en tu fait, je veux, suis archi d'accord. même si je mets la personne en Ouais. difficulté, je sais que Ouais. ça fait un peu salaud de mettre la personne en difficulté. Ce qui est important, Non, c'est de mais sentir comment elle va réagir, toi. Est-ce qu'elle va mal ouais, tu raison. réagir? Est-ce qu'elle va se dire, ah ouais, t'as raison? Et donc, elle va aussi comprendre que chez nous, elle va apprendre, elle va passer un step. Mais l'humilité, c'est hyper important et l'honnêteté aussi. Mmh. Je pense que tu as 100 raison parce que le consultant, dans tous les cas, il sera mis en difficulté, via son taf et notamment en visio devant un client Bien sûr. et donc faut absolument voir, ouais, comment c'est quoi son réflexe premier. Est-ce que c'est de dire au client: «Bah, écoutez, là, en l'état, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je suis pas sûr, mais je reviens vers vous avec un email où je vais creuser ce sujet-là avec des collaborateurs, avec de la Carrément. documentation officielle, tout ça?» ou est-ce qu'il va dire, un truc au pif? Et tu m'en parlais, Antoine, aussi, pareil, tu m'avais dit que tu avais vu ça, enfin normal, avec toutes les personnes avec qui tu as bossé, qu'il y en a plutôt qui savent dire ça et je ne sais pas et je reviens vers vous avec de l'info machin et d'autres qui essayent de paraître compétents et auquel cas là, c'est de la désinformation et puis le client, il peut aussi le sentir. Je pense certains qui sont un peu smart dans le ton de la voix, dans l'hésitation, dans tout et au final, c'est voilà, c'est c'est un tout quoi. C'est pas l'effet attendu. Nous, on a même, un process, sur la partie recrutement. En fait, on fait notre soft skill, avant le hard skill. On fait 2 entretiens. Le hard skill, il est fait par son N+1, son team lead et le soft skill, il est fait par la team un peu plus RH et on fait le test des couleurs, Mathieu, je sais pas si ça te parle? C'est, Pas du tout. en gros, c'est top comme test. D'ailleurs, on peut même le faire entre nous, avec les gens qui t'entourent, la famille, les amis, parce que ça marche vraiment. Alors, j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, mais faites le test, ça s'appelle DISC, DISC. Je sais pas si Paul, tu l'as déjà fait, bah, je te l'enverrai. Ouais, on en avait parlé où tu as des couleurs en fonction Ça des marche vraiment, personnalités, tu ça peux avoir reflète plusieurs vraiment la couleurs. personnalité et en fait, t'as 4 couleurs. Bah, après, bien sûr, tout le monde est un petit peu toutes les couleurs et puis t'as même des Mmh, sous-couleurs et tout. En gros, t'as la couleur bleue, c'est le technicien ou l'ingénieur. Donc ça, dans nos mmh. métiers, c'est super important. Tu la couleur, verte, c'est quelqu'un un petit peu plus, dans l'empathie, qui aime bien aider. Donc ça aussi, c'est pas mal, pour le consulting. T'as la couleur jaune, c'est plus quelqu'un qui aime bien être dans l'échange, aider, l'expression, et cetera. Et tu la couleur rouge où c'est plus, celui qui aime bien être dans l'entrepreneuriat, le lead, et cetera. Nous, enfin, on a défini que les couleurs qu'on voulait, c'est une majorité bleue et après avec une prédominance soit jaune, soit verte. Et en effet, déjà, rien que ce premier filtre est assez facile à faire et il est assez rigolo. Je vous invite à faire le test, même les auditeurs et même tu peux deviner la couleur des gens que tu connais bien et généralement tu te trompes pas, tu vois? Mmh. Genre, C'est Paul, vrai. je pense que tu bleu, jaune, tu vois? Et tu feras le test et on verra ce que tu tu vois? Mais à mon avis, tu dois être un peu bleu-jaune, un truc comme ça. Le fait que tu aimes bien Mmh. t'exprimer et que tu es quand même, assez ingénieur, assez technicien, tu vois? Dans ton approche. Ouais, possible. Après, de toute façon, je pense que dans une boîte, tu as besoin de toutes les couleurs à la fin, quoi. C'est juste savoir surtout, où est-ce que tu mets chaque personne. Est-ce que pour un poste précis, elle a les bons soft skills et la bonne personnalité, les bonnes réponses aux je pense que c'est surtout ça, quoi. Ouais, pareil. Je voulais, Mais en tout cas, dans le recrutement, je voulais rajouter un truc, c'est que faut pas non plus
Tu vois, moi, faut pas forcément se dire, bon, ok, ça veut dire que si on veut bosser avec Mathieu chez Picase, il faut forcément avoir une forte connaissance, une forte expertise, etc. Pas du tout, tu vois. Moi, je me rappelle au tout début, quand on s'est lancé, quand on était 10, c'est-à-dire que si tu te plantais sur le recrutement, il y avait 10% de toute la prod qui tombait à l'eau, qui devait être répartie sur les 9 autres, tu vois. Donc le recrutement était hyper important. Donc on a commencé beaucoup aussi avec des alternants, des stagiaires qui nous rejoignaient, et qui étaient un bon moyen de pouvoir les former et après de les garder. Mais on a recruté des gens qui, par exemple, moi je me rappellerai toujours de Cédric qu'on a recruté assez rapidement au début. Le type, il arrive, il montre son CV. Alors déjà, il était assez réservé, mais il montre son CV, c'était marqué euh, bac littéraire, LEA, j'aime lire. euh, Tu vois, ça manquait de technicité. En plus, nous, on avait un ADN très technique, toi. Et puis, tu vois, j'exagère, mais tu vois, j'aime aller au cinéma, ok, donc très littéraire, tu vois. Et tout en bas, il y avait une ligne, hobby, c'était marqué modérateur de forum de hackers. Putain, j'ai dit, mais mec, j'ai dit: «Mais c'est quoi cette ligne en bas et tout, Pourquoi tu la mets tout en bas et si petit?» C'est la première ligne qui, moi, m'intéresse, quoi. Et donc, on a parlé, je lui dis: «Mais comment ça du hacking?» Puis: «Ouais, bah, en fait, j'adore le hacking, je m'y intéresse, je suis dans un forum, hyper actif», ça je dis: «C'est incroyable». Heureusement, donc en fait, c'était pour un stage, donc je prenais pas trop de risques, tu vois? Mais je me suis dit: «Mais c'est un mec, d'enfer», tu vois? Et résultat, c'est aujourd'hui un des meilleurs SEO que je connaisse, hyper technique. Le mec est très fort parce que justement la littérature fait que il potasse tous les blogs, les forums, il lit des trucs, tu vois, il va s'acheter le JavaScript pour les nuls, il va lire des trucs sur le React, tout ça, mais il est devenu hyper fort, tu vois. Ça, c'est un premier exemple. Et deuxième exemple, tu as les types qui sortent d'école. Heu, en fait, on s'en fout un peu de la formation, du niveau qu'ils ont. Par contre, c'est leur activité à côté, quoi. Ouais, ben, en fait, j'ai développé plein de sites à côté pour gagner un peu de sous et cetera. Donc j'ai plein de mini sites que j'entretiens, je fais de l'affiliation, du MFA. Ou alors aujourd'hui, dans l'IA, tu as des mecs qui disent: «Ouais, bah, je me suis amusé à faire un agent qui corrige mes devoirs, qui m'aide à bosser», tout ça. Voilà, tous ces gens qui viennent avec, peu d'expérience, mais à côté, en fait, s'y investissent, passent beaucoup de temps perso, c'est hyper important. Parce que quand tu commences à bosser dans le SEO, mais tu as une masse d'informations à appréhender au départ. Ça prend du temps, tu vois. Ceux qui doivent se former, c'est au bout d'un an qu'on commence un peu à parler avec quelqu'un sur des sujets un peu plus complexes. Avant cela, il est dans une grosse phase d'apprentissage. Et donc, faut être humble, faut être un peu passionné, faut savoir travailler un peu d'un point de vue perso à côté. Donc, si le mec, il a fait déjà des sites, il a déjà fait des agents IA, tout ça, tu sais il a une tête bien faite pour pouvoir avancer, quoi. Donc il y a plein d'indicateurs outre le CV, le diplôme, les expériences. Les expériences, par exemple, ça ne veut rien dire. Nous, on a tenté de recruter des mecs qui avaient 10 ans et plus d'expérience. Bah déjà, les mecs qui viennent de l'annonceur, bah pardon de vous le dire, mais il y a une bonne partie qui sont un peu rouillés. Tu vois, ils font pas de veille, ils font de la réunion toute la journée, ils bossent avec des agences qui leur livrent en fait les recos. Bah, les mecs qui ont 10 ans d'expérience, ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire. En plus, coûtent souvent cher parce qu'ils viennent de l'annonceur, donc ils ont déjà atteint un certain niveau de salaire. Voilà, moi je préfère un mec qui a 1 ou 2 ans d'expérience, qui a un peu joué de son côté, en plus avec quelques outils, et puis qui est pas, pardon, mais qui est pas aussi un SEO sémantique ou qu'un SEO, enfin SEO sémantique c'est un copywriter qui sait écrire pour le SEO. Un SEO netlinking c'est un mec qui va démarcher les forums et les blogs pour faire des liens. Bon, on cherche aussi un mec qui a une pluridisciplinarité, j'arriverai pas à le dire, mais plusieurs disciplines et cordes à son arc. Il est pas évident ce mot-là, il est vraiment pas évident. Et puis la sémantique et le netlinking, moi j'ai l'impression que c'est le truc le plus facilement appréhendable. Tu peux facilement l'apprendre. Le SEO technique, c'est tellement large, c'est tellement important la quantité de situations que tu peux avoir si c'est un e-commerce, si c'est un site média, si c'est un classify, que c'est ça, c'est cette base-là qui est la plus complexe à appréhender, je trouve. Ok. Ah bah super, très enrichissant. Franchement, c'est trop bien d'avoir ta vision recrutement, business, tout ça, parce que c'est vrai qu'en fait, je me fais la réflexion, mais dans MVP, on reçoit quand même assez rarement des gros entrepreneurs, tu vois. Enfin, ce qu'on qualifie comme gros entrepreneurs, c'est plutôt souvent des profils très orientés SEO en vérité, même si on en a reçu, hein. Et donc là, c'est vrai que ça fait tu donnes des conseils et une On vision avait qui reçu change et aussi, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc on avait reçu c'est aussi vraiment top. Emmanuel de Vomoré de Uplix,
Et du Ouais. coup, vous avez un profil assez intéressant parce que vous n'avez pas eu la même méthode de croissance. Puisque toi, tu es assez vite passé sur de la croissance externe, ce qui s'explique, je pense, parce que tu es parti d'un groupe. Et je pense que c'est assez unique, ou du moins, c'est pas quelque chose que j'avais forcément vu dans le domaine des agences. Le fait de très rapidement pouvoir acheter une agence de 70 personnes alors que vous êtes 15. Est-ce que tu peux nous en donner, nous expliquer un peu plus la structure qu'il y a derrière? Est-ce que demain tu peux facilement activer des leviers financiers ou est-ce que justement en fait ça fait partie de la stratégie dès le début? Enfin, comment ça s'est dégoupillé jusqu'à acheter Picase, 150 personnes quoi. Donc j'imagine, je vais pas te demander les chiffres, mais plusieurs millions d'euros logiquement. Emmanuel, je connais bien parce que c'est lui qui a pris ma place chez Apposition quand je suis parti monter sur Site. Ok. Donc, Ah, on se connaît bien, je lui ai fait la passation et puis après, on se recroise. Alors, c'est même on croisé au ski par hasard. Il allait à la même station que moi. Je dis, c'est pas possible, tu me suis partout, laisse-moi tranquille. Non, non, mais bref, c'est excellent ça. on s'entend bien avec Emmanuel. Mais ouais, alors c'est l'avantage effectivement d'être dans un groupe, c'est que on peut avoir effectivement des fonds et on peut aller sur de la croissance externe. Bah, en fait, aujourd'hui, tu vois, au bout de 3 ans qu'on a monté sur Shoresight, tout seul, on est arrivé à une vingtaine de people. Bah, au bout de 3 ans, effectivement, on a le levier pour passer de 20 à 70. Donc, le sujet, c'est que quand tu rachètes une autre agence, tu rachètes à la fois, bien sûr, un portefeuille client, et tu rachètes aussi des people. Et donc, ces people-là, si tu avais dû les recruter, les structurer et les obtenir par toi-même, tu aurais mis 2 ou 3 ans de plus, toi. On n'est pas non plus un modèle startup licorne à la Doctolib ou à Blablacar, où il y a un recrutement qui est très fort, on doit faire un recrutement aussi maîtrisé. L'idée, c'est pas d'aller plus vite que le chiffre d'affaires et de se retrouver à avoir une perte parce qu'en fait, tu as plus de people que tu as de contrats. Donc, de faire la croissance externe, c'est que tu achètes des people qui sont déjà financés par le portefeuille que tu achètes en même temps. Par contre, tu prends un gros risque et c'est aussi ça les éléments déterminants quand tu choisis une boîte, c'est que les red flags, c'est quand tu commences à t'intéresser à acheter une agence qui a 40 de son CA qui est fait par un client. Le risque, il est énorme. Tu vas pas les racheter. Alors potentiellement, les mecs, quand ils vont apprendre ils sont rachetés, bah, ils vont partir et du coup, tu te retrouves avec moins 40 de CA qui est fait par l'agence. Mais oui, Ah, oui, c'est un avantage pour aller vite. Et puis, Piquet Selman, c'était pour commencer à avoir cette expansion un peu à l'international avec un pied sur Picase. Alors, vous, la question que vous m'avez pas posée, c'est pourquoi vous avez changé de nom et vous êtes passé de Surefire à Picase. Bah, ouais, c'est vrai. c'est justement parce que Picase était connu en Europe et connu dans le monde parce que son fondateur, Bastian Grimm, fait beaucoup de conférences et se retrouve un peu avec tous les personnages un peu connus du SEO dans le monde. Donc, il fait Mmh. rayonner la marque au niveau mondial. Et par contre, ils étaient inconnus en France et on pâtit un peu de ça, c'est-à-dire qu'on continue à être, là, je pense qu'on a commencé à avoir l'équilibre, mais tu vois, ça fait déjà 4 ans qu'on a fait le changement de marque et on commence à avoir on continue encore à avoir des gens qui nous disent: «Piquet, je connais pas, mais sur Chauffeur, je me rappelle très bien». Mince, Mmh. ça fait tant de temps, et même quand je demande à ChatGPT: «C'est quoi la meilleure agence SEO?» il me cite, Search for Site et Piquet séparément. Insupportable, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai Search for Site en tête. Mais alors, parce que bah, comme j'ai bossé dans une agence SEO sur Paris, c'est un peu connu, tu vois, les grosses agences sur Paris, tu retiens vite les noms. Mmh. Et c'est vrai que j'ai Search for Site Plus en en tête. tête encore, tu vois. Je pense que c'est un nom aussi qui était parlant avec Search dedans. C'est Je vrai. sais pas, tu vois. Je pense que le nom, il y a quelque chose aussi. C'est pas un nom random. Je sais pas. Mais ouais, c'est Pick Ace, très stylé aussi, hein. Faut le temps que les gens Non, non, s'habituent. mais c'est marrant parce que Search for Site, on avait fait une étude au bout de 7 ans. On avait Ouais. appelé 2000 décideurs. On les avait tous appelés un par un. On avait une boîte qui avait fait ça pour nous. Et on leur avait demandé qui connaît Search for Site, toi. Et Ouais. sur les 2000, on a eu genre 200 personnes qui nous connaissaient, quoi. Il y en avait 1800 qui ne OK. connaissaient pas, quoi. Et du coup, quand tu fais cet exercice, du coup, ça te permet de te faire connaître auprès de 2000. Donc, ton coup de Mmh. noto, il grimpe d'un coup parce que bon, on ne te faisait pas que les appeler, on leur proposait aussi potentiellement ce qu'on était capable de faire, etc. Mais du coup, on a mis 8 ans à faire imprimer cette marque sur Chaussette dans le paysage des agences parisiennes et françaises. Et bam, au bout OK. de 8 ans, boum, on change de nom et on passe sur une nouvelle marque qui s'appelle Picase. Et rebelote, en fait, t'es obligé de passer autant de temps, sans doute encore 8 ans, pour vraiment imprimer la marque et la faire connaître, quoi. Mmh. C'est long, quoi. OK.
faut pas racheter une autre agence et prendre son nom dans 2 mois, Bah quoi. non, et en Sinon, plus, je te dis, sur les LLM, le problème, c'est que les LLM, s'ils ont leur base d'entraînement qui a été fait sur SureSight, Piquet, ils connaissent pas, quoi. Oui, en tout cas, ils ont ouais, pas fait le lien, quoi. ça, c'est un vrai point en plus du SEO LLM, c'est qu'une fois que la base de données, elle est locale et qui te répond de manière données internes et pas en faisant une recherche Ah ouais, actualisée sur le web, bah, t'es un peu foutu, quoi. tu Faut foutu. attendre le prochain modèle. Ah ouais, j'ai Alors largement plus d'articles qui classent les agences SEO où il y a SureSight de cité que de Piquet, donc je vais devoir encore Mm. attendre un bon moment, quoi. Mhm. Bah, ça arrivera, Ouais, ça bah, ça ira. arrivera. C'est c'est le jeu, quoi. Si on parlait un petit peu SEO pur et dur, moi je voudrais savoir, à ton avis, c'est quoi un peu les 20% d'actions, de process ou même de mentalité, tu vois, les 20% d'éléments qui vous apportent 80% des résultats SEO, chez PicAce? C'est peut-être un peu ce qui fait la différence entre vous et l'agence SEO, «classique» entre guillemets? Ce qui fait vraiment la différence, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la capacité à pouvoir implémenter la reco. mm. Nous, c'est une problématique qui est très forte, avec les clients annonceurs qu'on a parce que, tu vois, quand tu bosses pour une start-up, une TPE, une petite PME, s'ils font appel à toi et qu'ils investissent déjà 10, 20, 30 000 €, c'est un gros montant et ils attendent le résultat. Et ta distance entre toi et le décideur de la boîte, c'est une personne ou alors 2. Mhm. Moi, ma distance avec mes annonceurs, même si on essaie toujours de se mettre en relation et en contact avec ceux qui implémentent, il y a toute une série de phases de validation qui fait que ça rallonge les process et que c'est difficile d'implémenter rapidement les actions. Alors, Mm. c'est triste, mais quand le site se casse la gueule ou quand il y a un gros plomb, là, c'est le bonheur pour les SEO parce qu'on sait qu'il va y avoir du répondant et qu'on va leur dire: «Faut absolument agir de cette manière-là ou implémenter tel recours». Bah, le site il est en train de perdre 10, 20 ou 30 points de croissance ou de business. Là, on a l'écoute et on a la collaboration active, de nos clients. Mais donc Mm. nous, ce qui compte, c'est absolument de réussir à implémenter. Et implémenter, c'est pas juste de faire un ticket et de le faire passer en commission pour que ce soit validé. C'est aussi d'expliquer comment on doit intégrer les choses. Parce que quand tu bosses sur un WooCommerce ou un PrestaShop, etc., il n'y a pas 36 solutions, mais comme nous, on a beaucoup de clients qui ont fait du ad hoc un peu sur leur CMS, eh ben, il y a une adaptation qui peut être faite de la reco, quoi. Tu leur demandes Mm. de supprimer une partie des pages orphelines, c'est-à-dire détachées de la structure qui consomme du crawl. Ben, soit il peut faire de la 301, soit il peut faire de la 404, soit, il peut rattacher ses URL à la structure. Tu as plein de pistes différentes qui peuvent, permettre aux clients de répondre au besoin qui est de, faire quelque chose de ces pages-là. Mm. Donc ça, c'est important. Pareil aussi dans cette, malheureusement, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est vrai que, hem, chez nos clients, quand tu veux implémenter plutôt un truc technique, bon bah, c'est un des chantiers, une des actions parmi tant d'autres. Et souvent, les annonceurs qui veulent avoir une prestation SEO, parfois c'est toujours un peu antinomique, c'est que ils veulent qu'on leur donne des actions et des recos, mais ils ont parfois encore, je pense, en tête l'idée que le SEO c'est un peu magique et ça se fait tout seul. Alors que nous, quand on Ouais. vient les voir, on leur dit, bah non, en fait, on a une grosse liste de courses à vous donner. Il faudrait Mm. d'abord assainir le site, après implémenter tel truc, et en fait, au final, il y a pas mal de jours de dev à faire. Et là, ils nous disent, bah ouais, Ouais. mais moi, en fait, j'ai une dette technique énorme. L'IT, ils ont pas le temps. Ils ont déjà aussi plein de sujets sur le CRM, sur les paniers, sur la web perf, etc. On n'a pas le temps, quoi. Donc là, c'est un jeu Ouais. politique. Et nous, on a beaucoup de politique dans notre métier. C'est que tu dois réussir à convaincre les bonnes personnes. Par exemple, on a 15 personnes au sein de l'agence qui passent entre 2 et 5 jours chez le client. Ça s'appelle de la Ouais. régie, tu vois. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais, c'est trop bien, et la force que ça a, c'est que du coup, tu es sur place et donc Ouais. dans les astuces, c'est pas seulement faire de la réunion, c'est aussi aller déjeuner avec le dev ou alors aller fumer une clope ou Ouais. alors, quand tu as implémenté une reco, ne pas oublier de féliciter tout le monde qui a participé à cette reco. Parce que au départ, souvent, quand tu t'adresses à l'IT, on va t'envoyer vers le dev qui a fait un peu de SEO et qui est un peu sensible par rapport à ces sujets-là. Tu vas Ouais. travailler avec lui et ce dev-là, lui, dans la majorité des cas, quand il travaille avec, ses propres,
ses propres collaborateurs ou en tout cas ses équipes. Quand le marketing lui dit Hey Michel, il faudrait que tu implémentes ça, dépêche-toi rapidement, il va le faire, il va se défoncer, et puis à la fin, il a assez peu de reconnaissance par rapport à son travail. Et lui, c'est un peu investi dans le truc, il a compris que c'était important, et puis on le remercie Ouais, pas. ils voient pas les retombées en plus, Il voit pas les retombées, on communique rien, tu vois. Nous, ce qu'on fait Mmh. systématiquement, c'est que on essaie de faire un mail de remerciement auprès des équipes et on dit, bah, grâce à Michel, regardez la courbe comment elle est, c'est grâce à lui, et cetera. Comme ça, la fois d'après, quand tu reviens le voir, putain, le mec, il est trop content. Il dit, putain, la dernière fois, j'ai Ouais, ouais, brillé c'est avec vrai. toi. Là, je suis hyper chaud. C'est quoi ta prochaine reco? Dis-moi. En plus, j'ai regardé une vidéo de Paul. J'ai compris plein de trucs sur le SEO, de ça. Enfin, tu vois, du coup, en fait, il y a une énorme part de notre activité qui est d'embarquer les gens. Donc, Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est hyper important de faire de la vulgarisation, c'est hyper important de faire de la formation. Même si tu l'as fait gratuit, dans le cadre de la prestation, tu sais que toutes les recos vont mieux passer la fois d'après, que Ouais. les gens vont se dire: «Ah, on sort une nouvelle page, ah bah, faudrait peut-être qu'on contacte Mathieu parce que, la dernière fois, il nous avait dit quand on sort une nouvelle page, faut faire attention à ça, faudrait le faire auditer». Tu mets en place une mécanique, un réflexe auprès de ton client pour que systématiquement, il pense à toi quand il a l'impression que ça touche le SEO, ce qu'il est en train d'implémenter. T'évites les drames, les régressions, les problèmes, et puis tu te rends dépendant des équipes, et donc c'est comme ça aussi que tu t'amènes de la continuité à ta mission, quoi. C'est vraiment, ils disent, Mmh. bah, c'est hyper important qu'on n'oublie pas de passer par notre agence parce qu'il y a peut-être des trucs qui peuvent faire planter le site, qui peut causer des problèmes, quoi. OK. Non, mais super clair. Hem, je sais que, tu sais, dans le monde des agences, les process internes, les outils internes, potentiellement les automatisations, c'est un peu ce qui fait la différence et ce qui peut faire gagner beaucoup de temps aux consultants et ce qui fait qu'une agence, elle peut le faire beaucoup plus qu'une autre, en moins de temps, par exemple. Je sais aussi que, bah, du coup, toi, tu t'occupes pas mal de la partie, justement data, innovation, chez PicAce. Du coup, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi, pour toi vos je sais pas, les top process SEO que vous avez, automatisés, par exemple, et qui, à ton avis, vous apportent le plus de résultats ou vous libèrent le plus de temps? Pareil, si vous avez des tools internes, sans forcément rentrer dans le détail, mais quels aspects, pour toi, sont particulièrement efficaces en process SEO, Mmh. automatisation et tools internes? En fait, le pôle, Inno, chez nous, on l'a développé il y a 6 ans. Il y a OK. 6 ans, on était avant le Covid, c'est toujours le côté, avant-après. Ouais, Il y c'est a un vrai. peu 2 époques, mais pourquoi? Parce que on s après donc avant le Covid, ouais, il y a 6 ans, ça faisait 7-8 ans qu'on existait, et ça y est, la vague de fraîcheur qu'on apportait, le fait que ce soit une nouvelle agence, une nouvelle approche, et cetera, était un peu passée. Donc du coup, Mmh. quand on se présentait sur des AO, on avait un peu tous du mal à se distinguer. On proposait toujours le même triptyque, technique, sémantique, netlinking. On avait du mal un peu les clients avaient du mal à se dire: «Bon, bah, un audit, Search for Site ou PCase, ça équivaut à un audit Rezoneo, ben, par contre le prix c'est pas le même, mais dans la Mmh. description, on décrivait un peu les choses de la même manière. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a besoin de se distinguer. C'était l'époque aussi un peu, on parlait beaucoup de la big data et tout le monde avait le mot big data, la Ah oui, c'est data, vrai, ouais. à sa bouche, et donc nous on s'est dit: «Bon, bah, on va créer un Polino avec des data scientists, une doctorante, des data analysts, et puis on va commencer un peu à créer des outils qui nous manquent sur le marché». L'idée n'était pas de Mmh. refaire un nouveau SEMrush, mais l'idée était de créer un outil complémentaires à ce qui pouvait exister sur le marché. Et donc, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, aussi parce que du coup, dans notre proposition de valeur, en disant: «On vous fait un audit sémantique», bah, nous on l'appelait pas audit sémantique, on l'appelait data sémantique, parce que derrière il y avait l'outil DataSem qu'on a développé en interne, qui permettait de cruncher énormément de mots-clés de data, de les corriger, de les qualifier, de récupérer les indicateurs, de les catégoriser en automatique et d'être capable d'avoir un audit, très approfondi. Sur un secteur donné, le running, eh ben, on pouvait présenter à un client toutes les questions, mots-clés, relations de mots-clés, les entités nommées, vis-à-vis de ce secteur, en lui disant: «Bah, tu es présent sur ça, tu es absent sur ça. Par contre, tes concurrents sont très présents là-dessus et toi, tu y es pas», et cetera. Donc ça, c'est ce genre d'outil, ça amène une autre valeur, et quand tu compares un audit sémantique de l'agence X et de Picase, tu te dis: «Bah, ouais, mais OK, Picase, c'est plus cher, mais il y a tout un outil, il y a tout un processus qui amène beaucoup plus de scientifique et de science dans ce qu'on peut donner comme résultat». L'autre approche était de se dire aussi: développer ces outils, alors c'est un élément différenciant comme je l'ai dit, mais c'est aussi quelque chose qui apporte plus de factuel à ta recommandation. Pendant longtemps, les SEO disaient, ils levaient le doigt comme ça, doigt mouillé, ils disaient: «Je pense que c'est ça qu'il faut faire». Ouais, mais en fait, quand tu viens avec des outils,
tu peux être très cartésien et mathématique, quoi. Par exemple, quand tu calcules la distance que tu as avec le premier et toi, tu es 3e, et ben, un de nos outils qu'on appelle, le Landing Page Optimizer, c'est un outil qui va calculer les 100 indicateurs les plus importants de ranking pour, le SEO, et on va dire: «Bah, ouais, vous êtes 3e parce qu'il vous manque tant de liens internes, vos contenus sont 2 fois moins longs, le cocon sémantique est 3 fois plus petit». Tu vois? On va être très factuel et on va dire: «Voilà, c'est ça votre feuille de route. Si vous voulez être passé premier, il faut être au-dessus sur tous ces indicateurs-là parce que il y a eu un lien avec son positionnement du premier et tous ces indicateurs». Donc, Mmh. les outils amènent, un côté assez, très scientifique, et du coup, qu'est-ce que tu fais avec ces recos? Bah, tu rattaches ces recos aussi à un potentiel de trafic. Si tu dis exactement ce qu'il faut faire sur une page, tu sais exactement quel trafic ça va rapporter puisque tu connais la position que tu vas acquérir avec ces actions derrière. Et donc c'est comme ça qu'on a développé le dernier outil qui est Cocoon et qui permet d'estimer le trafic potentiel que tu peux acquérir en fonction des actions mises en place. Et donc, Mmh. voilà. Donc, nous, on a eu 2 sujets importants. Le premier, ça a été se distinguer de la concurrence avec des outils, et le deuxième, c'est comment on peut aider nos consultants à ne pas perdre de temps sur les fameuses tâches, sans valeur ajoutée, c'est-à-dire celles où tu mets des écouteurs, tu poses ton cerveau et tu, travailles sur ton Excel, voilà, à faire de la merde, quoi. À faire des trucs, Ouais. corriger tes mots-clés, les classer, les supprimer, et cetera, et cetera. Donc, les premiers outils qu'on a lancés, ça a été surtout ça, ça a été, on a lancé notre, propre outil d'interrogation de mots-clés, qui s'appelle, c'est un outil interne qui s'appelle Keyword, qui est ouvert à l'extérieur pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs. Mais en gros, tu soumets, tes mots-clés et on a un outil qui va, un, les trier, les corriger, supprimer les misspellings, 2, récupérer le top 100 des résultats, les feature snippets, les positions de chaque acteur. Il va faire une première proposition de catégorisation des mots-clés et on va les récupérer aussi toutes les PAA pour, venir étoffer un peu ta liste de départ. Et donc en OK. sortie, tu as un fichier, enrichi, qualifié, qui répond en fait en général à ce qu'on faisait à la main. Ça a été le premier Mmh. outil pour aider les équipes à avancer et qui permet derrière de faire le data sémantique, qui permet de faire, d'autres, produits qu'on vend. OK. Et puis après, ce qu'on a fait aussi, c'est que, il y a toute une série d'automatisations qu'on a lancées. Alors, les outils no-code nous ont beaucoup aidés, parce qu'avant les outils no-code, je sais pas, en fait, j'ai envie de dire que les outils no-code, je m'y suis intéressé il y a à peu près 2-3 ans. Mais avant, on formait nos équipes à Python et on leur avait prévu un espace qui s'appelle Jupyter, dans lequel chacun pouvait déposer ses scripts et les autres pouvaient, enfin, c'était un espace de partage de scripts avec une petite doc, et donc chacun pouvait réutiliser les docs, les outils Python développés par les uns. Et ça, tu peux le réussir avec, quand tu as 50 collaborateurs en France, qui sont les experts, si tu leur dis à tous d'apprendre Python, tu en as 5 ou 6 qui vont l'apprendre et les autres qui vont simplement récupérer les scripts et les faire tourner sur leur propre machine. Donc si tu as à réussir à développer ce genre de script, c'est quand tu as 5-6 mecs ou hommes et femmes qui tombent amoureux de Python et de son fonctionnement et qui ont envie de développer des outils, qui ont envie de partager ce qu'ils font, et cetera. Donc, Mmh. toi, ça passe pas seulement sur, du top down, c'est, la direction décide de faire des scripts qu'ils doivent mettre en place auprès des équipes. C'est aussi ça part de la base. C'est les consultants au quotidien, ils savent ce qui leur prend du temps. Si tu les formes, plutôt que de leur donner tout cuit dans le bec, le résultat, bah, tu crées, un espace, tu crées un pôle de gens qui peuvent aussi apporter énormément de valeur et de productivité et d'automatisation auprès des équipes. OK. Ouais, très stylé, hein. De toute façon, je crois que en fait, ça m'a parlé quand tu as détaillé ton process un peu étude de mots-clés, clusterisation et tout. Je crois que c'est vraiment typiquement la mission, comme tu dis, que si tu as pas d'automatisation, ou quoi, tu me rends tes écouteurs et tu poses le cerveau et tu Ouais, tries tes mots-clés avec mots-clés principal, mots-clés secondaires, et c'est vrai que tu sens que tu as pas beaucoup de valeur ajoutée et que ouais. ça Mais tu sais que ça a été pourrait être perturbant pour automatisé. beaucoup de gens chez nous, hein. Parce qu'en fait, dans OK. une journée, imagine demain, ta journée, c'est toute la partie un peu sans valeur ajoutée, elle est supprimée, elle est faite automatiquement et toi, tu dois te concentrer que sur la partie, savoir-faire, expérience, Mmh. réflexion, stratégie. Bah, tu sais qu'il y a beaucoup des gens, qui sont perturbés par ça parce que il y a un côté très, reposant. Tu arrives au bureau: «Ah bah, Ouais, aujourd'hui, c'est c'est vrai. ma journée reporting, aujourd'hui, c'est ma journée, étude de mots-clés». Je mets mes écouteurs, je mets ma zik, je mets un podcast et allez, en avant Guingamp, je fais mes trucs, Ouais. mes optimisations. C'est j'ai pas besoin de trop réfléchir, ça me permet d'écouter des trucs, tu es un robot, quoi, tu vois? Bah, Mmh. quand tu leur supprimes ça,
mais ils se retrouvent plus qu'à devoir juste, alors tu as 2 réactions à ça. Tu as un, bah, le fait que c'est des journées sont un peu plus mentalement, engageantes parce qu'en fait, tu es beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse de ce que tu as recraché un outil. Hem, C'était premier point. Ah, j'avais, 2e point en tête, Je pense que les gens qui Et potent deux, que peut-être t'as qu'ils ont pas confiance en la techno aussi. exactement, exactement. Mmh. C'est Ah. tu vois, le sujet de la catégorisation, c'est toujours un truc complexe, quoi. Tu vois, la Ouais. catégorisation, on a exploré 2 pistes. Avant que les LLM, les IA soient très présentes et cetera, on avait dit: «Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que» comme j'avais des data scientists, ils m'avaient dit: «Mathieu, ça fait 10 ans que vous faites des études mots-clés, donne-moi toutes les études, on les met dans un gros dataset et on va entraîner un modèle sur ces données-là». Sauf que, bah, si tu as un entraînement qui est fait sur la plupart de tes clients, mais que, par exemple, tu vois, à un moment donné, à une époque, on était mauvais dans le tourisme, on avait très peu de clients dans le tourisme, bah, dès que tu mettais des mots-clés liés au secteur touristique, notre modèle n'avait pas été entraîné du tout sur ces mots-clés-là, il savait pas bien répondre aux besoins, tu vois? Donc ça, c'est le premier OK. problème. Le deuxième, c'est que, par contre, dans le prêt-à-porter, bah, ça, on en avait plein. Mais parfois, la robe était classée comme vêtement femme, elle était classée comme vêtement court, elle était classée et donc résultat, le modèle, il te proposait 3-4 catégories. Bah, d'accord, mais si Ouais. tu files 10 000 mots-clés, qu'à la fin tu te retrouves avec 3-4 catégories, tu dois toi-même trier, c'est pas globe des fois, tu perds aussi un peu de temps. Donc ça, c'était le avant quand on entraînait des modèles et que les modèles n'étaient pas expansifs. Puis après, quand la ChatGPT et toute la clique sont arrivés, bah là, ça a été autre chose, quoi. Mais même quand ChatGPT arrive, arbitrairement, il fait un choix. Il fait un choix de dire: «Robe, c'est un vêtement femme». Ah ouais, mais moi, Mmh. sur le site de mon client, il y a pas vêtement femme. Chez moi, il y a plutôt, tenue courte. Je dis n'importe quoi, tu vois? Ouais. Et ben, ça va pas. Ah bah, donc faut trouver une autre solution, faut mettre en entrée les catégories que tu attends et il faut que tu demandes à clusteriser sur la base des catégories que tu proposes, en entrée. Mmh. Donc voilà, il y a c'est hyper intéressant. Moi, pour être tout à fait honnête, des fois je le dis, mais je le crie pas haut et fort, mais tu sais, en 13 ans, allez, en 13 ans d'agence, il y a des moments où tu te fais chier parce que tu as l'impression d'avoir fait le tour, tu sais plus Mmh. trop où tu vas. Moi, il y a 6-7 ans, avant de monter le Polino, je commençais un peu à m'essouffler, à me demander, «Putain, c'est toujours des audits, c'est toujours des avant-ventes, c'est toujours des calls». Ouais, tu t'éclates pas à un moment donné et puis comme ça devient un réflexe de tu plus challengé, quoi. Et puis là, Ouais. quand le modèle data, qu'on a décidé de monter un Polino, qu'il l'IA est arrivé, putain, ça m'a rechallengé, ça m'a redonné envie de m'y investir à 2000 et d'y aller à fond, quoi. Heureusement, toi. Mmh. C'est ça aussi, je trouve Ouais. qu'on est picousé aussi à la nouveauté, on connaît pas l'algo, Google fait des updates, Google pénalise des sites. On se retrouve toujours à devoir, comprendre, analyser, on est des enquêteurs sur des nouvelles enquêtes systématiquement et c'est ce qui nous anime, je pense. Mmh. OK. Ah bah, je pense que tu as raison. Si tu perds la flamme, petit à petit, à mon Ouais, avis, ça sent pas bon. ouais, c'est vraiment et là, Mmh. en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de SEO qui se posent pas mal de questions avec les LLM, hein. Ouais, Ouais. il y a un phénomène, on en a discuté avec, avec, Emmanuel, avec Olivier Segonzac et cetera. Il y a un phénomène, important, c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui reviennent vers nous en disant: «Bah, j'ai un peu de bande passante. En fait, j'ai pas trop de missions en ce moment. Est-ce que vous avez un peu de missions pour moi?» Parce que, bah, économiquement, la France et l'activité comme e-commerce ou l'activité, digitale est pas si intense que ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé un peu les budgets, qui ont baissé un peu l'activité. Et donc il y en a beaucoup qui ne passent alors qui implémentent plus d'actions SEO ou en tout cas c'est un peu en stand-by ou alors ils essaient déjà d'implémenter ce qu'ils avaient comme recours en 2024-2023 et deuxièmement, bah, tous les annonceurs disent aujourd'hui: «La priorité c'est ChatGPT, c'est AI Overview, c'est le shopping dans ChatGPT, comment je vais faire pour me positionner?» Aujourd'hui ça fait moins de 1 de trafic mais ils veulent absolument que quand demain ça va être lancé, qu'ils soient prêts. Donc ils demandent Mmh. plus à avoir un consultant SEO, il demande à trouver des consultants, des agents spécialistes dans le géo et 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 si le SEO les SEO de maintenant là, s'ils se posent pas les bonnes questions, s'ils commencent pas du tout ils commencent pas à travailler ce levier, à se poser des questions et à devenir un Ouais. peu à se donner un peu une identité de consultant SEO géo et ben, Ouais. ils sont pas appelés, ils sont pas dans Mmh. l'air du temps, ils sont à côté de la plaque et même si on est tous d'accord pour dire que c'est pas ça qui fait le business d'un site aujourd'hui, bah, néanmoins, c'est ce qui attend un client et c'est aussi là-dessus sur lequel nous on travaille beaucoup, depuis 2 ans, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de proposer, pour être tout à fait honnête, hein, les AO là, ils commencent à tomber pour 2026. Ben, dans les AO, il y a une grosse partie géo, c'est soit Mmh. 50 soit 100 de l'AO qui tombe, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Bah, de toute façon, après, je pense pas que les annonceurs aient tort non plus, ils voient un tournant, je pense que déjà, il y a nous enfin, tu vois, même pour, je sais pas, la visibilité dans le ChatGPT, par exemple,
OK, aujourd'hui, ça apporte peut-être pas énormément de conversions, mais dans 3 ans, ce sera quoi? Après Google s'adapte aussi, donc on sait pas, mais dans tous les cas, Google s'adapte, donc AI Overview, donc il faut savoir ranker dedans aussi, quoi, donc ouais. En soi, c'est carrément rationnel, je trouve. Peut-être un peu précipité, mais bon, ils savent aussi, je pense, le temps que prend le SEO classique, donc ils se disent: «Ça se trouve, c'est pareil pour SEO LLM, GEO et donc faut prendre les devants rapidement, quoi». Non, mais tu sais, maintenant, il y avait une étude qui est sortie par Google dans Things with Google qui expliquait que la recherche pour un utilisateur devient de plus en plus complexe. Complexe Mmh. parce que il a de plus en plus d'endroits pour rechercher. Il peut faire des Ouais. recherches sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Google, sur les LLM, etc. Donc il a plein de choix qui lui sont offerts, qui sont très liés aussi à ses affinités, à son persona, à qui il est, à quel âge il a, etc. Et il a plein d'espaces où il peut être, où il peut trouver l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde une vidéo YouTube, on voit une vidéo sur, une nouvelle moto électrique, bah, on est intéressé. On va regarder les vidéos. Puis après, on va peut-être faire une recherche sur Google et puis après, on connaît bien ChatGPT, on l'utilise, on va faire une recherche sur ChatGPT. On va regarder une marketplace pour comparer, pour essayer de savoir quel est le prix et puis tiens, on va tomber sur un site e-commerce et on va faire la vente. Bah, là, tu viens de dire que le mec, il a passé, il a eu 6 touchpoints sur des endroits différents, sur lequel si ta marque, elle a imprimé systématiquement, tu as tout gagné, quoi. À la fin, il viendra te voir Ouais. toi. Si tu as imprimé 0 fois, bah, il viendra jamais te voir. Donc c'est Mmh. comment aussi d'un point de vue, Neil Patel, il appelle ça le search everywhere. C'est comment être présent partout, d'un point de vue, Mmh. d'une part organique. Alors d'un point de vue payant, ça serait plus évident, mais d'un point de vue organique, c'est comment remonter dans YouTube, c'est comment remonter dans TikTok, dans Pinterest, dans les Ouais. LLM et dans Google. Mmh. Et donc le sujet du SEO se complexifie. C'est plus c'est plus du search engine malheureusement, ça devient plus large que ça. On doit Mmh. s'intéresser à tous les endroits où potentiellement vos personas, vos clients peuvent avoir, peuvent faire une recherche et peuvent être, attirés, intéressés ou découvrir quelque chose, auquel ils n'auraient pas pensé. Parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins qui sont, déclenchés spontanément et pas forcément, à l'origine du véritable, pensée, d'un véritable besoin. Mmh. OK. Ouais, je suis 100 d'accord. Pour conclure, j'aurais trois petites questions pour toi très, pratiques sur le SEO. Juste avant, je rappelle aux auditeurs que, bah, si ça vous intéresse, vous avez un lien vers Tot SEO et Linkoma dans la description. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi ton 20-80 de tips pour en SEO, hein, pour différentes typologies de sites. Donc globalement, e-commerce, Mmh. vente de services, génération de leads et SaaS. Qu'est-ce que tu donnerais comme, les premiers trucs qui te viennent en tête où tu sais que ça fait une très belle différence sur le SEO? Ouais. Hem Alors, en e-commerce, c'est un sujet que je connais bien. J'ai une formation d'ailleurs sur le SEO et le e-commerce chez Format SEO. OK. Je fais mon petit moment de pub aussi. Ouais, bien sûr. Euh, mais très souvent, allez, je vais quand même dire que c'est un peu la même chose pour tous les sites, mais très souvent, j'essaie d'identifier dès le départ sur quelle typologie de mots-clés je dois remonter. Un site Mmh. e-commerce, si on vend toujours des motos électriques, on doit se positionner sur la requête de sa marque, surtout si elle est connue. On doit se positionner sur la requête moto, moto électrique, moto électrique 16 cm3. Je dis n'importe quoi, j'y connais rien. Mais Mmh. modèle, et puis modèle, couleur, capacité, tout ça. Donc, tu as plein de typologies de pages sur lesquelles tu dois te positionner. Donc déjà, premier sujet, c'est est-ce que j'ai une page qui peut répondre à chacun des mots-clés. Mmh. Ma page moto électrique, ça va être une page un peu hub. Pourquoi? Parce que Ouais. l'intention derrière, on ne sait pas si c'est que du transactionnel, est-ce que c'est pas aussi de l'informationnel, est-ce que c'est pas aussi du navigationnel. Donc, ta page que tu dois faire remonter, comme elle déclenche, enfin, comme elle se raccorde et se rapproche de plusieurs intentions, elle doit traduire ces multi-intentions. Je prends souvent l'exemple de boulanger. Quand tu tapes ordinateur portable, tu arrives sur une page qui est une page hub. On te demande, est-ce que tu veux ordinateur portable pour du gaming, pour de la famille, pour un professionnel? Mmh. On te dit, tu sais pas quoi choisir? Bah, retrouve-nous sur le guide et tu verras, on a toute une étude, etc. Et puis, tu as une mise en avant des top produits. Bah, en ce moment, on a une promotion sur ça, ça, ça. Ça, c'est une page hub Ouais. qui répond à plusieurs intentions parce que ordinateur portable, on ne sait pas si tu vas en acheter un, tu veux te renseigner, si tu veux commencer à affiner un peu ton produit. Donc ça, c'est hyper important pour un e-commerçant et malheureusement, pour en voir des centaines régulièrement, des sites e-commerce, ils n'ont pas encore compris ce phénomène-là, ce besoin-là de développer des pages hub. C'est hyper important. Et d'ailleurs,
Si vous n'êtes pas convaincu, il faut le faire. Regardez les premiers sur toutes les requêtes Toptail, ordinateur portable, barbecue électrique, enfin tous les requêtes assez importantes. Derrière, c'est des pages hub qui remontent. C'est pas des pages juste de listing produit. Donc en e-commerce, ce sujet c'est important. Et le deuxième, enfin, allez, deux autres sujets, c'est les fiches produits. C'est quand même dans les LLM des fiches produits qui remontent. Donc c'est hyper important de bien les travailler. On arrête de les négliger, maintenant il faut les bosser. Vous avez des LLM et des automatisations pour réécrire un peu le contenu, donc faites-vous plaisir. Et en plus, quand l'utilisateur cherche une moto électrique, il va dire je veux une moto électrique capable de me tenir 100 km, pas très grande, de couleur bleue et qui soit malléable en ville. Et ben tous ces Ouais, critères, c'est qui peut répondre à ces critères-là? Bah, c'est une belle fiche produit qui a un beau descriptif, qui va expliquer les caractéristiques techniques, ce qui est en général le cas, et qui va aussi exposer dans quel cas cette moto électrique-là, elle est mieux qu'une autre. Et donc, elle va répondre par des FAQ. Des questions, est-ce que cette moto, elle est malléable en ville? La réponse, oui, elle est super malléable. Bah, quand le LM, il tombe sur une fiche produit qui répond de cette manière-là, il se dit, cette fiche produit, elle est géniale parce qu'elle répond un peu à toutes les questions que se posent les gens autour des motos électriques. Et bah, boum, je la fais remonter dans mes résultats. ouais, Donc les fiches produits, hyper important. Et enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais il y a le listing en tant que tel et tout ce qui est lié aux facettes. Le gros problème aussi des sites e-commerce, c'est que souvent ils ont un catalogue sur lequel la partie émergée va être vue et la partie immergée n'est pas vue parce que le maillage est pas bon, la pagination est trop courte, les facettes sont pas ouvertes, donc on a du mal à crawler tous les produits. Et donc ça, c'est pareil, c'est un gros sujet important en e-commerce. Ensuite, si je vais sur, les sites de génération de leads, bon là, je pense qu'à mon avis, on va être plus sur un sujet de périmètre de contenu, essayer d'auditer, de comprendre quelles sont toutes les expressions, les mots-clés recherchés, les requêtes, faites par les internautes pour nous trouver. Et souvent, on essaie de dire: «Allez, je vends un logiciel de compta, je vais essayer de me positionner sur un logiciel de compta pour, des banques, pour, des, heu, des e-commerçants, pour blablabla». Mais en fait, on oublie, il y a toute une part de requêtes qui sont souvent faites, c'est requêtes de comparaison. Voilà, quelle est mmh, l'alternative de ce logiciel avec un autre? C'est quoi les ouais, points forts, les points faibles? Toutes ces questions-là, en plus, qui aujourd'hui sont vachement plus posées dans LLM et sur lesquelles il faut remonter, quoi. Les gens sont dans la conversation, sont plus dans de la requête avec les LLM. Donc c'est hyper important de présenter aussi un contenu. Moi, j'aime bien l'exemple FAQ. Il y en a un qui est très bon qui fait ça, c'est Back Market. Back Market, ils ont mis des FAQ pas seulement sur les pages de listing, pas seulement sur les pages produits, ils en ont mis partout. Chacune des mmh, pages a sa propre FAQ, chacune des pages a même des avis qui remontent, et c'est pas les derniers avis qui remontent, c'est les avis les plus enrichis. Pourquoi? Parce que si tu as un avis d'un beau paragraphe, tu sais que tu vas apporter beaucoup de wording conversationnel, alors que si tu mets juste en avant les derniers avis, c'est super téléphone, merci, la livraison est top, c'est éclaté. Donc il faut vraiment en plus avoir un système de faire remonter l'avis le plus riche, le plus enrichissant pour la page. mmh, Pour les SaaS, franchement, c'est pas des clients à qui on bosse beaucoup. Tu me demandes sur des sites classifiés de petites annonces, bah, les petites annonces, il faut développer, les pages à facettes. Tu vois, quand on travaille pour un site comme Se Loger, bah, Se Loger, une fois qu'il a réussi à couvrir tous les achats appartements, Paris 3e, Paris 5e, Paris 8e, bah, il va commencer à s'intéresser à des requêtes beaucoup plus fines. Achat ouais, appartement exposé sud, Paris 8e. Achat appartement exposé sud avec parking. Donc c'est développer des combinaisons de ce type-là, tout en faisant attention que ça se cannibalise pas. Parce que si 2 facettes font les mêmes listes mêmes listes de résultats, c'est de la duplication de contenu, ça va pas. Donc là, on est dans de la gestion aussi en masse de listing et de modèles IA qui vont essayer d'analyser si on va pas tomber dans de la duplication. Et donc, voilà, il faut gérer la volumétrie. Et un autre truc qui marche très bien aussi sur les pages de listing, c'est que souvent on se dit ma page annonce, ma page Le Bon Coin ou ma page d'annonce immobilière, elle n'a pas beaucoup de valeur, elle n'a pas une durée de vie très 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 importante, elle est publiée 15 jours après, elle peut être supprimée. Comment je fais pour utiliser le descriptif de mon annonce pour capitaliser dessus, vu que la fiche produit, enfin la fiche annonce va pas rester longtemps. Bah, ce qui est mmh, intéressant, c'est de faire remonter ce descriptif sur la page listing. Des fois, sur la page listing, OK, on met juste la première ligne. Et ben, en display none, on pourrait permettre d'accéder à tout le descriptif, ce qui fait que demain, tu as une page de listing très riche sémantiquement, et ça va être beaucoup aussi à remonter dans le résultat. OK. On pourrait en parler pendant des heures. Ouais, ça. Non, mais super clair. Ok, donc maintenant, bah déjà merci pour toutes tes explications. Franchement, c'était super clair.
tant sur la partie business que 100% SEO. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs si vous appréciez l'épisode, pour ceux qui nous écoutent, commentaire YouTube ou Spotify, parce que c'est possible, même si entre nous c'est un peu galère. Mais on salue Paul, 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 Paul Onsite, il nous commande tout le temps sur Spotify, donc à chaque fois il est là, enfin quasiment à chaque fois, très régulièrement. Donc merci à lui. On va passer aux questions internautes du coup. Alors, il y a quand même pas mal de questions qui ont été déjà traitées, donc ça c'est un bon point. Mais on a quand même deux trois questions que j'ai sélectionnées qui sortent un peu du lot. On a Arnaud Cast qui nous dit: «Salut, est-ce que à 45 piges, on peut trouver un stage en agence?» Donc je sais pas ce que tu en penses toi Mathieu. Bon, moi j'ai ma réponse mais Ouais, franchement, ça serait dommage de refuser quelqu'un de 40 à 45 ans, qui a 45 ans, et qui voudrait faire un stage. Pour une agence, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mec qui a d'expérience, qui paraît senior, qui a sans doute, un vécu avant, hyper intéressant et qui, s'il est en pleine reconversion, bah, ce qui est sûr, c'est que à 45 ans, moi, je suis pas loin des 45, donc je sais de quoi je parle, mais il va falloir quand même se rechallenger un peu sur le fait de devoir apprendre beaucoup de choses. Comme on le disait tout à l'heure, l'aspect technique, c'est assez important. Par contre, les soft skills, potentiellement, ils sont là, quoi. Et souvent, tu peux avoir le meilleur des consultants, si le mec, c'est un autiste, t'en feras rien, quoi. T'arriveras jamais à le mettre face à un client. Donc, il a des cordes à son arc qui sont intéressantes à mettre en avant, c'est certain. Inversement, pour rebondir là-dessus, euh, recruter un alternant où c'est sa première XP, au contraire, tu peux avoir beaucoup plus de problèmes de type, tu sais, un petit peu disciplinaire, Mmh, trop de problèmes, trop sûr de soi, etc. Et c'est vrai qu'un profil, au contraire, un peu plus avancé, qui a de l'XP, etc., c'est un vrai plaisir. mmh. Après, oui, il y a peut-être le côté hard skill dont tu parlais, où ouais, c'est vrai que t'es que un peu moins à l'aise potentiellement. Moi, j'ai même recruté une fois quelqu'un qui venait du secteur, pour le coup, d'un secteur un peu de l'industrie, de manutentionnaire, et qui s'est reconverti, avec qui ça s'est très bien passé. Donc, tu vois, pour te dire, vraiment, moi, je crois clairement, enfin, je te rejoins, le soft skill prend le dessus, quoi. Mmh. on a une autre question de @SEO Yanis. Salut Paul, j'ai une question pour lui. Quelle stratégie ferait-il pour faire ranker un petit site e-commerce, entre parenthèses 10 à 20 produits, face à des mastodontes? Bah, si effectivement il a devant lui Amazon, La Redoute, etc., bah, ça va être chaud pour toi. Ça va être chaud pour toi de remonter dessus. Bon chance. Ça va être compliqué. Euh, Regarde, bah, de toute façon, je pense qu'il doit le voir lui-même. Est-ce qu'il voit des sites comparables aux siens remonter sur ses requêtes qui ciblent? À mon avis, non. Donc il faut absolument qu'il travaille d'autres leviers. On en a parlé tout à l'heure, mais les autres leviers organiques, hein, Pinterest, YouTube, etc. C'est là-dessus qu'il doit axer son développement. Il peut être malin aussi, alors je n'irai pas jusqu'à faire du parasite SEO, mais il peut potentiellement essayer d'évoquer ses produits dans des espaces de conversation, des forums. Euh, je sais pas, peut-être qu'il peut faire un peu d'influence, tu vois. Si son produit, ça touche des mamans qui ont des petits blogs, bah, de faire un peu d'influence. Voilà, d'offrir le produit, de demander en échange d'avoir un article. Mais il faut pas Ouais, seulement compter sur le SEO. Des fois, des fois, quand on est des SEO, on est trop axé là-dessus, quoi. On est trop, tu sais, on est trop fier de dire, moi, ma croissance, c'est pas de l'organique, toi. Ah ouais, mais mec, à un moment donné, si t'avais pas, si t'avais fait du pay, ta croissance, ce serait fois 2 fois 3 quoi. Et c'est un jeu de ROI. C'est pas parce que tu lâches un peu de thune à Google que t'es déjà, c'est mal. Quelque part, si t'as un best-seller qui cartonne en SEO, mais c'est-à-dire qu'en paid, il pourrait cartonner fois 10 quoi. Donc, ouais. faut amorcer parfois aussi un peu la pompe, tu vois. Il y a des monoproduits qui arrivent à s'en sortir, mais franchement, les monoproduits, ils ne fonctionnent que par du paid avant de fonctionner un peu par le SEO. Donc, voilà, tu as 10-20 produits sur ton e-commerce, bah, tu ne feras jamais le poids contre les mastodons, donc il faut que tu développes d'autres stratégies, quoi. Ouais. Après, il y a la nuance aussi, je sais pas de quelle concurrence il parle. Ouais, Est-ce que c'est d'un point de vue macro ou micro? Parce que si c'est d'un point de vue macro, genre, effectivement, il y a Trucmuche qui est sur mathématiques globales, mais que tu peux quand même arriver à choisir des mots-clés où tu t'extirpes de la concurrence parce que mots-clés longue traîne, qui reste business, mais mots-clés très longue traîne, mmh, où t'en parlais tout à l'heure, Mathieu, pour l'e-commerce, ça correspond à des fiches produits, à des facettes qu'on ouvre et tout, bah,
ça se trouve, tu peux être le seul site qui cible réellement ce mot-clé avec un truc tout bête, le mot-clé dans le title, et personne l'a mot Ouais, pour mot comme bien ça. sûr. Et rien que ça, mais c'est pas, effectivement, si c'est vraiment exactement les mêmes produits dans les mêmes couleurs dans tout, bon bah là, oui, il y a quand même de fortes chances pour que le SEO Google, ce soit peut-être un peu compliqué, hein. Non, mais sa force, c'est l'agilité et la réactivité. Donc, Mmh. tu vois, peut-être que il peut se rendre compte que sur les LLM, ce produit, il exprime un besoin et que ce besoin est exprimé dans les LLM et que les gros, ils ont pas eu le temps encore de bosser le sujet. Ça se trouve, sa Ouais. gamme de produits à lui, chez les gros, c'est pas très important, c'est un peu, tu vois, c'est pas une priorité, donc il a peut-être le temps effectivement de se différencier un petit peu. Mais bon, Mmh. il y a pas que la sémantique qui compte, il a intérêt aussi d'avoir du jus, de la notoriété, d'être reconnu, de passer les contrôles de Google sur la confiance, la crédibilité, ouais, il y a toute une série de choses, Ouais. il y a OK. n'hésite pas à m'envoyer Bon, un beh, petit MP sur LinkedIn si tu veux que je t'apporte un peu plus de billes. Avec plaisir. Ça, c'est sympa ça. Je pense qu'il sera content. Hem, bah, écoute, Mathieu, on a fait le tour des questions et il y en avait d'autres, mais alors ça, c'est des questions un peu pour rire ou alors on y a déjà, répondu. OK, OK. On a déjà bien détaillé. Merci beaucoup pour cet épisode-là. Franchement, c'était super enrichissant même pour nous. Comme je te disais, on n'a pas l'habitude de traiter ces sujets, même business ou même, automatisation, SEO, tout l'interne, tout ça, de fond en comble. On espère que tu as apprécié aussi, bah, toi, tu as l'habitude, de toute façon, tu en fais quand même, plusieurs Non et des puis je des regarde podcasts. souvent vos formats à vous, j'adore, ce que vous faites vous apportez un truc qu'on voit pas dans tous les podcasts, donc c'est hyper cool. Vous êtes assez complémentaires aussi tous les 2, donc je trouve l'approche très sympa et j'étais très content en tout cas quand tu m'avais contacté pour y participer, un vrai plaisir. OK, bon, bah, du coup, c'est partagé, ça, c'est magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux? Tu as mentionné LinkedIn. On mettra dans tous les cas des liens dans la description, Ouais. évidemment, mais tu peux nous citer les tops, Bah, c'est vraiment LinkedIn. J'ai un peu délaissé Twitter depuis, 2-3 ans maintenant. Ça me sert OK. d'outil de veille, mais je réagis assez peu dessus. OK. Mais LinkedIn, ouais, et puis, le site pcase.fr, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de travailler un peu votre SEO. OK, et ben, écoute, parfait. On mettra, LinkedIn et Picase, dans la description. Super. Sinon, aux auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut, au revoir. Ciao. Merci Mathieu.